Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron couple 14-39, tout le monde le savait. Manuel Valls, la provocation de trop de François Bayrou. Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Bernard Fauchère, France Ambroche, Cathy Farisme, Yann Penaud, Françoise Oriot, Alexandre Casseville, Philippe Bohen et Manu Combe. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, on lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et cette année, ce ne fut pas aisé, tant nos politiques ont décidé de nous pourrir la vie jusqu'au bout. Et notamment avec cette annonce du gouvernement Bayrou. Un scandale, oui, un scandale démocratique. Un de plus, me direz-vous. Revenons en arrière, ce week-end, Bayrou promet de tout cramer. Les députés macronistes balancent sur les négociations en cours, sur la formation de ce gouvernement. Si Bayrou se crame, il crame tout. Il claque la porte, menace, insulte. C'est la vieille école très violente, contrairement à son image ronde. Ça va mal se passer. C'est déjà le premier scandale, il faut quand même le rappeler. Bayrou n'a aucune légitimité. Son groupe, c'est 36 députés, les Modem. Et la Macronie elle-même est très minoritaire au sein de l'hémicycle. Et c'est lui, François Bayrou, qui s'est imposé. Notre constitution bafouée donc. Et les Français rejettent François Bayrou. François Bayrou, tout juste nommé à Matignon. Un record. Déjà 66% de mécontents. Bayrou, c'est le profiteur du Falcon, il est usé avec ses propos débiles, incompétent et européiste. Remarquez qu'Emmanuel Macron bat également des records chaque mois d'impopularité. 76% des Français expriment leur mécontentement contre Emmanuel Macron. À la tête de l'État, donc, deux hommes, deux minoritaires détestés sans appui démocratique. Le Titanic, en somme, gouvernement Bayrou, l'échec de l'Union nationale. Faute d'élargissement à gauche et aux grandes dames du Premier ministre, le nouvel exécutif devrait ressembler à l'alliance macroniste-LR de Michel Barnier. Des poids lourds politiques en plus. C'est exactement la liste que je vous présentais il y a quelques jours. Ah, les PS et les Verts, ils ont les yeux rivés sur les sondages. Ils n'ont pas voulu prendre le risque de monter sur le Titanic. Et oui, tout le monde annonce que François Bayrou tombera en février. Devenir ministre de Bayrou, c'est se griller politiquement lorsqu'on est à gauche. Et durant ce week-end, François Bayrou devait régler le cas des renégats. Vous savez, les renégats, les LR. Faute d'obtenir Bercy, Laurent Wauquiez refuse d'entrer au gouvernement, mais ouvre la voie à une participation des LR. On reviendra sur le cas Wauquiez et des LR dans un instant. Mais ce lundi 23, avant l'annonce, on savait déjà que ce gouvernement serait le pire du pire et que les surprises seraient très désagréables. Béatrice Rosen, les noms qui filtrent pour un gouvernement Bayrou. Borne, Rebsamen, Bertrand, etc. 100% de recyclage de copains de la caste macronisée, décorée, pantouflée, bouffie d'elle-même, qui a mis le pays dans le mur depuis 40 ans. Une bande de ringards médiocres et mégalos qui se sont trompés sur tout. Une prouesse statistique dans l'échec. Ils nous feront boire le calice jusqu'à la lie, un jour sans fin. Ah, c'est sûr, hein, on n'a pas été déçus. On a eu à peu près le même gouvernement que celui de Michel Barnier. Oui, les mêmes tocards. Jean-Noël Barrot est toujours aux affaires étrangères, comme Dati à la culture, Lecornu aux armées, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique et de la biodiversité, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté, Astrid Passoyan-Bouvet, ministre chargé du Travail et de l'Emploi, et Bruno Retailleau conserve l'Intérieur. Et puis, que dire des nouvelles têtes du gouvernement? Ce sont tous les vieilles bourriques de la politique, un condensé de mise en examen, de corruption, de mensonges et de propagande. Pensez
Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, Manuel Valls, ministre d'État chargé de l'Outre-mer, Gérald Darmanin, ministre d'État de la Justice, François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, et on retrouve Aurore Berger et Amélie de Montmachin. C'est la petite boutique des horreurs. Mais quelle provocation, Darmanin à la justice, ce menteur pathologique. On l'a attrapé dans ses entretiens au moins une centaine de fois en plein flagrant délit de mensonge. Et que dire d'Elisabeth Borne à l'Éducation nationale? C'est presque un gag. J'y reviendrai dans ma rubrique Fantasy. Mais intéressons-nous au cas de Manolo. C'était en 2018, et 6 ans après. À la question si ça se passe pas très bien à Barcelone, vous revenez ici? Emmanuel Valls, j'ai dit que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. La politique française, elle est terminée. Oui, c'est un choix de vie personnel. Il faut rappeler que son élection à Barcelone s'est très mal passée. Emmanuel Valls est l'incarnation de la traîtrise, du mensonge et de la défaite. Même en Catalogne, en Espagne, ils n'en veulent plus. Il a été condamné à payer 277 000 € pour financement détourné de sa campagne à Barcelone en 2019. Il faut également ajouter toutes ces affaires avec Bahreïn. Manuel Valls s'est rendu au Bahreïn en juillet dans le cadre d'une vaste opération diplomatique et judiciaire en faveur du royaume. Il a été rémunéré 30 000 € pour ce déplacement de 3 jours, d'après des documents consultés par Mediapart. Pour être ministre de Bayrou, il faut ne pas avoir d'honneur, de parole et être lié à toute une série de magouilles. Et pire, notamment sa responsabilité dans ce qui s'est passé au Bataclan. Rappel avec l'ex-premier patron de la DSRI, Squarcini, dit le Squal. Les Syriens ont proposé à la France une liste de djihadistes français. Manuel Valls la refuse. Un terroriste capturé par la France explique qu'il devait attaquer le Bataclan. Valls n'en a pas tenu compte. Et le jour de l'attentat, son attitude très étrange. Éric Archambault, Bataclan, le 13 novembre 2015. Les gendarmes de Valls sont repartis sur ordre. Sur ordre de qui ? Les gendarmes affectés à la protection de Manuel Valls, à son domicile de la rue Keller à Paris, seraient intervenus, rapportait mon confrère Lucas Léger. Un escadron de gendarmerie, 26 hommes déjà en intervention à l'intérieur du Bataclan, vont recevoir un ordre très curieux, rappelé Maître Jean Sagnier, avocat des victimes. Vous avez la vidéo dans ma description. On va leur dire de sortir et de cesser d'intervenir. Mais ce n'est pas tout. Des hommes du GIGN sur place auraient eux aussi reçu l'ordre de ne pas intervenir. Les députés de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre, 131 morts, n'étaient même pas au courant. Et Manolo est nommé ministre par Bayrou, et que rend. Et forcément, la colère est là. Manuel Valls interviewé dans les studios de France Inter. Un auditeur à la parole. Monsieur Valls, vous êtes le pire des traîtres, vous êtes pire qu'un étron. Panique sur le service public qui coupe très rapidement le micro à cet auditeur. La vidéo est dans ma description. Et par la suite, le journaliste fait un étrange aveu, Gilbert Collard. Les auditeurs sont habituellement filtrés, avoue sans même mesurer l'énormité de son aveu, le présentateur sur France Inter. Sur le service public donc, c'est la censure. Rien de nouveau, mais cela fait du bien de le rappeler. Bref, un gouvernement d'affreux pour quelle politique? Eh bien, une politique d'affreux illustration. Ma ligne rouge, c'est la préférence nationale. Mais visiblement, leur priorité, c'est la préférence internationale. Quel intérêt de garder ces gens illégitimes? Personne ne les a élus et ils ne représentent pas la majorité des Français. Et qui est cette prix Nobel? C'est Juliette Maydel, ministre déléguée chargée de la ville. Comme vient de le rappeler Jean de Lorraine, tous ces ministres sont illégitimes car ils ont perdu les élections. C'est en quelque sorte un coup d'État. Et en plus, ils veulent mettre en place une politique que les Français rejettent massivement. Je rappelle que s'il n'y a pas de préférence nationale, il n'y a plus de France. Cette gourde vient souhaiter que nous devenions en quelque sorte des apatrides. Il est déjà vrai qu'il n'y a plus de préférence nationale au niveau de la santé. Nous sommes moins bien soignés que des migrants sous AME. Il n'y a pas non plus de préférence nationale au niveau de la justice, du logement, etc., etc. Non, la seule préférence nationale, manifestement, c'est de payer des impôts.
Devant ce triste spectacle, les chefs de l'opposition sont déjà en train d'aiguiser les couteaux et de penser à la censure. Laurent Wauquiez menace de ne pas soutenir le gouvernement de François Bayrou. Le président du groupe droite républicaine DR n'a pas masqué son désaccord sur la composition et la méthode employée par le Premier ministre. Wauquiez va-t-il basculer dans l'opposition parce qu'il a été humilié par François Bayrou, par vengeance ? Pitoyable de chez pitoyable. Quant au Parti socialiste, c'est à peu près le même refrain. Pacte de non-censure, il n'a jamais existé et il n'existera pas, explique Olivier Faure, secrétaire général du Parti socialiste. Si on résume, le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire sont prêts à voter une nouvelle motion de censure. Ils pourraient être rejoints par tous ceux qui sentent le vent tourner, des LR jusqu'aux Lyotte d'ailleurs. Et n'oubliez pas que nous aurons des révélations au mois de janvier. Et oui, Donald Trump sera enfin président en exercice. En effet, si les dossiers sortent sur le Covid, la guerre en Ukraine, voire sur ce qui s'est passé à l'intérieur de la presse mainstream, cela pourrait anéantir toute cette classe politique. Allez, on continue avec la toxicité de tous ces ministres. Horreur Berger, qui considère que l'éducation à la sexualité est une nécessité absolue. Une nécessité absolue d'apprendre aux gosses de 6 ans toute une série de pratiques sexuelles réservées aux adultes consentants, qu'ils peuvent changer de sexe, s'identifier à un renard ou à un donuts. Non, la nécessité absolue est de tous vous dégager, bande de tocards. 2 remarques. La première, dans les classements internationaux, la France décroche en matière de sciences en français. Nous sommes bons derniers. Et la priorité de ce gouvernement, c'est l'éducation sexuelle. Et puis, deuxième remarque, Aurore Berger. Faut-il rappeler qu'Aurore Berger a menti sur le dossier des crèches et qu'elle est accusée de trafic d'influence? Est-ce que c'est la condition donc pour devenir ministre ? Et on comprend pourquoi. Il faut être un peu particulier pour affirmer que l'éducation sexuelle est une nécessité absolue alors que notre système éducatif s'effondre. Et lorsque l'on sait qui les a sélectionnés, tout s'éclaire. Didier Maisto, je viens de terminer la lecture du 2e volet du journal L'E-Monde. J'en retiens un élément confirmé par les 3 journalistes du Monde qui est, semble-t-il, passé inaperçu. Lorsqu'Emmanuel Macron rencontre Brigitte, il avait 14 ans et elle 39. Selon la fable macroniste, il en avait 16. Lorsque nous avons dénoncé cette différence d'âge, nous avons été qualifiés de complotistes par tous ces larbins de la presse. Ils se sont déchaînés contre nous et, bien évidemment, ils ont protégé ce couple. Et maintenant, ces 3 journalistes de L'E-Monde balancent ce fait tranquillement. Même mieux, ils reprennent nos analyses sur le profil psychologique du Proudré. In fine, se dégage le portrait d'un fou, Macron, le mot n'est pas trop fort, qui décide de tout seul, sans en informer personne, souvent sur des coups de tête et au dernier moment, allant jusqu'à s'occuper des plus petits détails. Tout procède de lui, par lui et en lui, et l'on comprend dès lors les catastrophes y afférentes, s'agissant d'un domaine sensible où la véritable intelligence est de mise et toute hystérie contre-productive. Macron se voit comme une sorte d'élu en mission transcendantale et soigne ses écrins, comme par exemple la Galerie des Glaces ou celle des batailles à Versailles, flanqué de l'inénarrable expert en tête couronnée Stéphane Bern, qui a commencé sa carrière comme étant l'amant du comte de Paris, car le petit instable se voit vraiment comme un auguste guerrier qui laissera une trace profonde dans l'histoire. La trace, c'est certain, mais une sale trace. Françoise Desgois, la série accablante sur Emmanuel Macron feuilletonnée par le journal L'E-Monde est assez intéressante, même si on n'y apprend pas grand-chose en fait, car ce qui est écrit se murmure entre journalistes élus depuis des années, rien de neuf sous le soleil, et c'était clamé par la presse de réinformation. En revanche, ces papiers à charge lourde auraient été très utiles à l'époque pas si lointaine où Macron était encore puissant politiquement. Et ça nourrit les plateaux et les commentaires de tous ceux qui, depuis des années, cirent les pompes du chef de l'État et qui, d'un seul coup, se découvrent en détestation pour un personnage qu'ils n'ont pourtant pas eu de cesse de porter au pinacle. Les mouches changent d'âne, effrayant et drôle à observer cette illustration parfaite de malheur aux vaincus.
Ce tweet est sidérant parce que Françoise Desgois a soutenu plus d'une fois Emmanuel Macron, une résistante de dernière heure. Et puis, il faut quand même rappeler, lorsque nous disions ce genre de vérité, nous étions invisibilisés sur les réseaux sociaux, nous étions insultés et même nous étions classés dans des répertoires de sites complotistes par les fact-checkers. Pour maintenant avouer benoîtement, nous le savions, mais nous n'avons rien dit. Je vous laisse le soin de qualifier tous ces journalistes aux ordres. Si on résume, ces journalistes de l'immonde nous disent tranquillement, 7 ans après la presse de réinformation, que Macron est à moitié fou et victime d'une prédatrice, que son bilan politique est désastreux, qu'il se maintient au pouvoir par un coup d'État permanent, et que les Français le détestent comme jamais. Et il ne faudrait pas oublier à cette liste les révélations qui nous viendront d'Amérique. Honnêtement, cela sent la fin des Macronescu. D'ailleurs, il y a une rumeur intéressante. Selon des indiscrétions de la sécurité sur place, la maison du président et de Madame Macron au Touquet serait à vendre. Probablement pour une difficulté d'habitabilité post-présidence. La fuite est-elle en marche ? Retour sur le scandale qui fait la une aux États-Unis, la sénilité de Joe Biden. Régis de Castelnau. Le Wall Street Journal vient de publier un dossier effarant, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Depuis 4 ans, les médias mainstream américains mentent. Une invraisemblable opération politique a placé à la Maison-Blanche un vieillard complètement sénile qui n'avait plus que quelques moments de lucidité par jour. Tout le monde démocrate le savait, mais tout le monde faisait semblant. La presse oligarchique a délibérément menti au peuple américain pendant 4 ans. Tous les gouvernements du monde, toutes les chancelleries le savaient, mais tout le monde faisait semblant. En France, tout le monde le savait aussi, et tout le monde faisait semblant. Durant ces 4 années, toute la presse aux ordres mainstream a méthodiquement menti. Tous les journalistes ont affabulé sans honte ni vergogne. Les Reichstadt, les Mendès France, les Huchon, les Pin et autres escrocs soi-disant fact-checkers ont fait la même chose en ajoutant au mensonge la dénonciation de ceux qui disaient la vérité. Aujourd'hui, les journalistes menteurs du sévice public que les Français paient, pleurnichent en se prétendant harcelés parce qu'on se moque de leur gueule. Coucou Snegarov. Alors le Wall Street Journal, un des emblèmes de ce système médiatique en décomposition, essaie de sauver les meubles en avouant, tout en continuant à mentir sur le reste. C'est probablement trop tard. Espérons que ça soit pareil chez nous. Mais vous remarquez le parallèle entre les journalistes de l'E-Monde sur Emmanuel Macron et ceux du Wall Street Journal sur Joe Biden. Ils lâchent du lest. Mais d'autres dossiers où ils ont sacrément menti les attendent, comme le dossier ukrainien LCU, exclu LCU. Un soldat ukrainien raconte l'enfer de Koursk. On laisse les corps des nôtres sur place, personne ne va les chercher. On dit que l'on n'est pas comme les Russes, mais nous faisons pareil. Ce journaliste, vous ne trouvez pas qu'il a une vague ressemblance au Nabo Sarko ? Bon, bref, ce journaliste est en train de confesser que la situation des Ukrainiens est désespérée, qu'ils ont perdu la guerre en somme. Si ces journalistes avaient écouté la réinformation au lieu de leurs propres mensonges, toute cette propagande otanienne, ils seraient moins pathétiques. Et puis il y a les conséquences de cette guerre qui sont résumées par Viktor Orban. L'argent de l'Europe est parti en fumée. Les crises politiques et économiques en France et en Allemagne ne sont qu'un début, a déclaré Viktor Orban au quotidien magyar Nemzet, déplorant que l'argent européen a été englouti dans le soutien à Kiev. Les États-Unis et l'Europe ont dépensé ensemble environ 300 milliards d'euros pour la guerre. Cette somme aurait pu rapidement améliorer le niveau de vie dans toute l'Europe. Elle aurait pu amener l'ensemble des Balkans au niveau de développement européen. Nous aurions pu freiner l'immigration et construire un système de défense européen nouveau. Mais cet argent est parti en fumée. Mais qui sont les responsables de cette dinguerie ? Eh bien toujours les mêmes, les Macron, les Pustula, les Scholz et autres politiciens progressistes. Mais bonne nouvelle, Pustula est dans le viseur. Oui, la médiatrice de l'Union européenne, Émilie Orilly, a tapé dernièrement très dur sur Pustula. Rappelons un de ses combats. Nouvelle révélation, nous étions le 6 décembre 2023.
Une fois de plus, nous avions raison. La médiatrice de l'Union européenne, Émilie Oreilly, appelle les députés européens et les médias à ouvrir enfin les yeux sur le scandale des SMS échangés entre van der Leyen et le PDG de Pfizer. Il faut également rappeler que Madame Oreilly avait demandé l'aide de la presse expressément sur ce dossier au printemps 2024, sans succès. Et Pustula a pu être réélu avec l'aide des LR de Bellamy, des macronistes de Valérie Hayé, des socialistes de Guglu, voire de la France insoumise de Manon Aubry. Eh bien, l'Irlandaise ne lâche rien. La médiatrice de l'Union européenne vient officiellement de qualifier la Commission européenne et en particulier Pustula et son entourage de mafia. Dans le journal Politico, elle qualifie ce petit monde de consiglieri, terme qui est généralement utilisé en anglais pour désigner les conseillers d'un chef de la mafia. En 11 ans, elle quitte son poste de médiatrice en février 2025, elle n'a rencontré van der Leyen qu'une seule fois. Elle note la réticence de la Commission européenne lorsqu'il s'agit de remettre des documents affirmant que cette tendance est inquiétante. Selon elle, l'opacité de la Commission européenne s'est aggravée au fil du temps. On fait évidemment le lien, notamment avec l'affaire des SMS. Frexit au plus vite, mais il faut bien comprendre le sens de cette affaire. Madame Oreilly est une diplomate, elle utilise des termes plutôt choisis. Le terme consiglieri est d'une très grande violence et forcément cela a provoqué un choc au sein de l'Union européenne. Une affaire à suivre donc. France, les crèches interdites, la LDH attaque de nouveau, tous les ans, estimant que cette initiative, la crèche, ne respecte pas le principe de la laïcité. La Ligue des droits de l'homme monte au créneau pour qu'elle soit déclarée illégale. En France, donc, les socialistes nous interdisent la préférence nationale, autrement dit, ils sont en train de détruire notre nation, et la culture française est jugée illégale, voire interdite. Mais que représentent ces réseaux socialistes haineux de notre pays ? Un élément de réponse avec une consultation populaire. 98,56% des Beaucairois sont favorables à l'exposition de la crèche provençale de Noël à l'hôtel de ville. Lorsqu'on demande son avis à la population, les résultats sont très différents. Oui, c'est net et sans bavure. Ces socialistes de réseau ne représentent plus personne. Ce sont des extrémistes, en somme. Mais vous le savez, ils font régner la terreur parce qu'ils ont placé des membres de leur secte dans la justice et dans quelques associations. Et ils ont en pagaille des commissaires politiques sur les plateaux de télévision. Coup dur pour les experts des plateaux télé. L'Arcom impose désormais aux chaînes d'infos de donner la parole à des vrais experts choisis sur la base de leur expérience, leurs compétences ou leur expertise sur les sujets abordés. C'est donc la fin de tous ces commissaires politiques. Adieu Pablo, adieu Guénolé, adieu Antoven, adieu Barbier, ce Laurel à l'écharpe rouge. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Xavier Bertrand qui fait la tête. Il ne sera pas dans le gouvernement François Bayrou. D'ailleurs, il accuse Bayrou d'avoir menti. Oui, Bayrou a affirmé que c'était Xavier Bertrand qui avait refusé d'entrer dans son gouvernement. Bertrand affirme qu'il en a été exclu. Bayrou menteur, qui l'eût cru ? Nono le dilaté, le maire déjà viré, le professeur de politique et géopolitique à l'école de Lausanne s'est révélé si brillant qu'on l'a prié d'aller exercer ses talents ailleurs. La raison officieuse, celle qui se murmure, c'est que Nono dégradait l'image de cette école. Faut dire, entre la faillite de la France, ses mensonges et les romans porno, il y avait de quoi en effet abîmer la réputation de cette école suisse. Dilater le Nono. Pédiavenir. Alors qu'elle vient de réintégrer le gouvernement, Elisabeth Borne utilise déjà le 49.3 pour s'autoriser à vapoter dans l'Assemblée nationale. Bon, c'est une plaisanterie d'un site parodique. Mais celle-là, nommée à l'Éducation nationale, Elisabeth Borne reconnaît qu'elle n'est pas une spécialiste de ces sujets. Et non, ce n'est pas du Gorafi. Tiens, puisqu'on parle du Gorafi, on plaisantait sur Manuel Valls, et la blague du Gorafi est presque devenue réalité. François Bayrou découvre Manuel Valls dans une fenêtre de son calendrier de l'Avent. Avec ces politiques, tout devient possible, surtout l'absurde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.